Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 109e site rep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour tous nos chers amis internautes. Écoutez, à nouveau pour le 109e site rep, bienvenue. Et je souhaiterais que vous vous abonniez à ces sites rep parce que on n'arrive plus tellement à distribuer. On vous le rappellera peut-être à la fin aussi, mais c'est une bonne chose que vous vous abonniez. Oui, Merci beaucoup. c'est vrai que les réseaux sociaux ne nous font pas de cadeaux. Et donc, un des moyens les plus sûrs, c'est effectivement de s'abonner à la chaîne YouTube du Cercle des Volontaires sur laquelle sont publiés les sites rep. Alors, on va commencer directement dans le vif du sujet avec une actualité brûlante. C'est la reprise en main de l'Afghanistan par les talibans. Ça a fait la une de l'actualité là depuis 2 jours, avec Macron qui s'est exprimé hier soir à la télé à 20h pour les Français. C'est vrai que c'est quelque chose qui c'est fort, c'est un symbole fort. 20 ans après le début de l'intervention américaine en 2001, suite au 11 septembre 2001. Voilà une présence américaine qui a pris fin ces dernières semaines, ces derniers mois, avec également donc comment dire, ils ont protégé la fuite des derniers ressortissants américains et de leurs milliers de collaborateurs, de collabos on peut dire. Voilà, qu'est-ce que ça t'inspire cet événement? Écoutez, moi je trouve que c'est un grand tremblement de terre aussi dans la région. En fait, le retour des talibans en force en Afghanistan, après 20 ans d'occupation américaine qui prétendait lutter contre le terrorisme et qui en fait n'a fait que créer en Afghanistan une plateforme tournante et une très grande plateforme du terrorisme. Les talibans, ils sont 10 fois plus forts, voire 20 fois plus forts que ce qu'ils n'étaient avant. Ils sont armés, formés et plein de... Bon, ils ont quand même énormément, ils ont des blindés, des chars, etc. Ce qui en témoigne, cette avancée fulgurante en fait des talibans à travers les différentes provinces de l'Afghanistan. Et puis, alors, il faut dire que le responsable, le président du pays était aussi un ami des Américains, était un agent des Américains. Donc, tout ce qu'on peut dire, en fait, c'est une leçon pour tous les pays et tous les agents ou tous ceux qui veulent absolument collaborer avec les Américains, c'est de savoir que de toute façon, à un moment ou à un autre, ils seront jetés comme un Chiffon. un vieux citron pressé, et que d'un côté, et que ce qui est le cas du président afghan qui aujourd'hui cherche même un lieu de refuge et il n'arrive pas à trouver, et aussi les talibans qui soi-disant étaient en principe les ennemis des Américains, mais rappelez-vous du dire de Hillary Clinton elle-même et de Trump aussi, que ça a été une création américaine pour combattre l'Union soviétique à l'époque et puis par la suite aussi pour combattre la Russie. Oui, c'est vrai Aujourd'hui, que ça me rappelle l'interview, la fameuse interview de Zbigniew Brzezinski donnée au Nouvel ouais, Obs en 1997, je crois, où il reconnaissait ouais, que effectivement les États-Unis avaient sciemment armé les talibans avec notamment des ouais, fameux missiles Stinger et qui c'était pour donner, c'est de ses propres mots, hein, pour donner à l'URSS sa guerre du Vietnam. Et c'est vrai mhm, que les soviétiques se sont embourbés en Afghanistan suite à cela. mhm. Absolument. Alors, c'est important de voir aujourd'hui pourquoi aujourd'hui le retrait, les Américains a provoqué ce grand tremblement de terre, disons. C'est d'abord parce que ils ont jugé que les talibans étaient suffisamment armés et suffisamment forts pour qu'ils puissent occuper la région et continuer à provoquer des troubles. D'un autre côté, n'oublions pas que l'Afghanistan a des frontières avec l'Iran. L'Afghanistan se trouve en plein sur la ligne de la soie et sur la ligne de la route de la soie. Donc, l'Afghanistan a des frontières avec
avec la Chine, à des frontières. Bon, elle se trouve entre la Chine, l'Iran, Le la Pakistan. Russie, donc le Pakistan. Et n'oublions pas que le mois dernier, ou il y a 2 mois, déjà, Erdogan faisait partir des terroristes, les Ouïghours de Syrie vers l'Afghanistan. Donc, il y a aussi un projet de créer des troubles en Chine avec les Ouïghours chinois. Tout ceci, en fait, se coordonne pour montrer qu'il y a une réelle volonté de casser, disons, le projet chinois, russe et iranien, créer en plein milieu de ces pays une plateforme tournante du terrorisme Alors il et de faut. la déstabilisation de la région quand même, parce Mhm. que c'est pour empêcher quand même qu'il y ait une véritable construction de ces pays, puisque le projet chinois, il est une construction et puis le développement de l'ensemble des pays qui sont sur le chemin de la soie et sur le chemin sur la route la route et la ceinture de la soie. C'est vrai que Et donc là, C'est vrai que même si oui, le projet de route de la soie profite bien évidemment à la Chine, c'est un projet qui est stabilisateur beaucoup plus que déstabilisateur. C'est un projet qui effectivement a c'est besoin un projet de d'États-nations. développement, Voilà. voilà, Sur- qui aide à développer l'ensemble des pays. Ce que je souhaiterais Donc, préciser, Aïssar, si tu me l'idée, permets. c'est contre le développement de l'ensemble de ces pays, Mhm. et c'est pour généraliser Il y a eu une petite ce qui est coupure la là. grande théorie des Américains. Il y a eu une Je petite dis ce coupure. qui est de Ah, ouais. généraliser le chaos, ce qui est aussi la politique des Américains. Mhm. Alors, les Américains ont laissé beaucoup d'armes derrière eux hein, pour les talibans. On pourrait quand même signaler que les talibans des années 90, ceux qui avaient pris le pouvoir, je crois que c'était en 96, ils avaient quasiment éradiqué la culture du pavot hein, pour le commerce de l'héroïne, qui sert pour le commerce de l'héroïne. Il faut savoir que l'Afghanistan aujourd'hui est de très loin le premier producteur de pavot pour l'héroïne. Et ça s'est fait sous l'égide des Américains, Tout à fait. cette explosion de la culture du pavot. Alors, une dernière chose qu'on peut, à mon avis, mentionner également, c'est que les talibans d'aujourd'hui ne sont pas les talibans d'il y a 25 ans. C'est-à-dire qu'il y en a parmi eux qui parlent anglais, qui ont été formés visiblement via le Pakistan dans des universités comme Oxford, etc. Ils ont comment dire, au niveau diplomatique, ils ont déjà des contacts, effectivement, comme on a mentionné plusieurs fois dans les précédentes sites avec la Chine, avec la Russie, avec l'Iran et peut-être même avec la Turquie. Donc on voit que là c'est un pays qui, on ne sait pas ce que ça va donner au niveau des droits de l'homme, etc. Mais peut-être que ce sera entre guillemets moins fondamentaliste que les talibans n'ont pu l'être dans les années 90. En tout cas, le discours actuel des responsables des talibans, ils promettent le respect, effectivement, des gens. Ils ont commencé, soi-disant, par une amnistie par rapport à ceux qui qui collaboraient avec les Américains. Il faut savoir qu'il y a eu un grand mouvement vers l'aéroport pour fuir le pays, mais bon, ça n'a pas été, ils n'ont pas pu y aller, fuir parce qu'il n'y a aucun pays qui accepte les Afghans, qui les accepte comme réfugiés, même pas les États-Unis. Les États-Unis ont pris possession de l'aéroport de Kaboul hein, pour soi-disant assurer le retrait des civils américains et autres, des Français et autres, hein, qui sont là en toute sécurité. Donc voilà, ça c'est. Mais c'est vrai que les déclarations actuelles des responsables talibans, c'est nous laisserons les écoles et les universités ouvertes, nous Ah, permettrons aussi aux filles de il y a eu- les études. excuse-nous, il y a eu encore Euh, une coupure, effectivement une coupure là. coupure. Mhm. Oui, donc je reprends. Oui, s'il te plaît. Effectivement, il y a eu une volonté, donc ils affirment aujourd'hui que
les écoles et les universités resteront ouvertes, que les femmes pourront y aller comme d'habitude et continuer leur instruction. Même les petites filles pourront aller à l'école, etc. On peut se rappeler quand même que les talibans avaient interdit l'accès aux écoles et à la formation et même au travail à toutes les femmes, en Oui, fait. et elles pouvaient même pas sortir de Et chez elles sans avoir un chaperon. voilà. Aujourd'hui, ils disent qu'il suffit qu'elle soit voilée. Alors, bon, est-ce que c'est la burqa, est-ce que je sais pas quoi, etc. On n'en sait rien. De toute façon, l'avenir est plein d'incertitudes pour l'Afghanistan. Euh, bon, et pour la région, je peux dire. Bon. Les vagues de réfugiés sont parties aussi vers l'Iran. Donc là aussi, c'est cette déstabilisation des pays voisins à l'arrivée des talibans ou à l'accès des talibans au pouvoir en Afghanistan. Bon, ça déstabilise aussi les pays voisins par la masse des réfugiés qui partent en ayant peur du terrorisme, disons. Alors justement, Voilà. un dernier mot sur le mot de terrorisme, puisqu'il a été employé par Emmanuel Macron hier soir lors de son discours à la nation. Il faut rappeler que Emmanuel Macron, il devait avoir tout juste la vingtaine au moment du 11 septembre 2001. Donc c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte que ce président, il est quand même, à mon avis, assez immature sur pas mal de sujets. Donc il a rappelé les poncifs, comme quoi il n'y avait qu'un seul ennemi, c'était le terrorisme, sans qu'on sache exactement bien qui c'est. Le terrorisme, c'est un mot qui a bon dos. Est-ce que tu peux commenter ce concept de guerre contre le terrorisme en quelques mots? En fait, cette guerre contre le terrorisme, c'est le mot qui est arboré depuis l'invasion de l'Afghanistan et l'invasion de l'Irak, déjà par George Bush, hein. Et Macron ne fait que répéter les paroles de ses maîtres, hein. Et donc, on dit guerre contre le terrorisme, mais en réalité, ils alimentent le terrorisme. Et en réalité, ils protègent le terrorisme. On les a vus en Syrie, on les a vus en Irak, on les a vus donc en Afghanistan maintenant, puisque les talibans sont 10 fois plus forts que ce qu'ils étaient dans le passé. Donc voilà, il ne fait que répéter ce que ses maîtres américains disent. D'ailleurs, Malheureusement, il n'y a pas de nouveauté, quoi. il lisait un prompteur hier soir. Alors, on va passer maintenant au Hezbollah et à Israël, qui ont eu une passe d'armes récemment, si tu veux bien. Écoute, la situation au Liban, en fait, je dirais en général, c'est une situation qui est très tendue depuis l'explosion, très tendue depuis toujours, mais ça a été accentué par l'explosion du port de Beyrouth il y a exactement un an. Et donc, à l'anniversaire de un an de cette explosion du port, il y a aussi donc le responsable de la banque centrale libanaise, Riyad Salam, et qui annonce qu'il a levé le soutien et les subventions sur les carburants. Ce qui a fait quand même, ce qui a plongé le pays dans une crise absolument terrible et qui a provoqué énormément comment dire, de pénurie. Oui, pas seulement de pénurie, mais qui a provoqué aussi que les gens qui puissent mettre de côté des quantités de carburant pour les vendre plus cher, etc. Donc, du coup, l'armée libanaise, pour éviter pour résoudre le problème de la population, a commencé à chercher là où il y a effectivement dans les grands endroits des grands stocks qui sont cachés, des stocks cachés de carburant. Et effectivement, dans la ville de Tleil, dans la vallée d'Akkar, ils ont trouvé un grand réservoir dans une usine désaffectée, un grand réservoir de 60 000 litres de carburant.
de voitures. Et donc, l'armée a mis la main dessus et a commencé à distribuer à la population. Donc, tout le monde s'empressait pour en prendre. Et bon, on peut penser que quelqu'un a donné a tiré un coup de feu qui a fait qu'il y a eu une grande explosion de cette citerne, pas cette citerne, de ce dépôt, de ce grand réservoir, et qui a provoqué une explosion terrible. Énormément de nombreuses victimes immédiatement ont été ont été tuées, des personnes ont été tuées, d'autres gravement brûlées, et c'était assez atroce quand même comme événement. La plus grande partie des morts sont des soldats de l'armée qui voulaient protéger. Et puis la population, les gens qui venaient se servir de ce carburant. La grande villa à côté a été brûlée par les gens parce qu'ils pensaient que c'était le propriétaire de la villa qui avait cette usine désaffectée qui s'en est servi. Et voilà, donc ils se sont attaqués aussi à cette villa qui a été incendiée, et le propriétaire et son fils et son frère ont été arrêtés pour des investigations. Ceci n'a fait que accentuer les crises. Bien sûr, il y a des gens qui utilisent ça tout de suite sur le plan politique. Alors bien sûr, Hariri, Jaja, ils disent dans ces conditions, le président Aoun devrait démissionner, etc. Enfin bon, qui augmente tout de suite le ton. Le Samahat chef Nasrallah est intervenu en disant que de toute façon, ça c'est quelque chose de pas permis et qu'on continue à faire des spéculations sur les denrées essentielles, et alors que le peuple est en train d'étouffer Donc, la crise est très aiguë, les problèmes deviennent de plus en plus graves. Hassan Nasrallah promet à nouveau en disant nous aurons du pétrole, mais ce n'est pas ce n'est pas du tout le rôle du parti, c'est le rôle aussi du gouvernement. Il faudra avancer dans la formation d'un gouvernement et qu'il prenne ses responsabilités. Je voudrais revenir avant. Par rapport à ta question, Raphaël, qui était sur les attaques israéliennes qui voulaient montrer que pendant cette crise étouffante, ils voulaient profiter pour changer la règle du jeu, et ils pensaient que peut-être que le Hezbollah ne répondrait pas. Donc effectivement, ils se sont attaqués au sud Liban. Mais ils ont été violemment surpris par la riposte de Hezbollah aussi à l'intérieur des terres occupées et des fermes de Shebaa, qui sont où les colonies voisines ont été plongées effectivement ils étaient plongés tout de suite dans les abris et dans les sirènes, les voix des sirènes qui tintaient. Donc voilà, c'est bon. Donc en fait, ça a été la riposte du Hezbollah, c'était ils ont tiré sur des lieux ouverts, nous avons répondu sur des lieux ouverts, mais ce n'est absolument pas une règle. Nous répondrons aussi dans d'autres endroits si jamais ils osent se frotter au Liban. Donc, en fait, c'était une reprécision ou une consolidation des règles du jeu qui ont déjà été mises en place en 2006 et depuis 2006 par le Hezbollah dans le sud Liban. Voilà. Et ça, c'est très important. Je voudrais parler aussi. Vas-y, pardon. Non, vas-y. Excuse-moi. Si tu voulais enchaîner sur quelque chose de précis. Je voulais enchaîner sur le fait que, en fait, la Syrie, le Liban sont quand même très liés
de fait qu'il y a eu aussi beaucoup d'incendies qui s'étaient déclarés aussi bien dans les montagnes libanaises, dans les terres syriennes aussi attenantes et plus haut vers Homs et l'attaquer, etc. Qu'il y a eu une véritable coopération entre l'armée syrienne et l'armée libanaise aussi pour l'extinction de ces feux, de ces incendies. Et ça, c'est quelque chose de très important à souligner, que aussi le président Aoun avait montré aussi, avait dit qu'avec la nomination du nouveau Premier ministre, le ministère sera formé rapidement et il était en bonne voie avant cette explosion. Moi, personnellement, mon analyse personnelle, c'est que cette explosion a été aussi provoquée. L'explosion de cette citerne, elle a été provoquée par un coup de feu qui voulait aussi bloquer l'avancée de la formation du gouvernement et qui voulait attiser le feu au niveau pas seulement du feu concret, mais aussi du feu politique entre les différentes formations qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un gouvernement. Donc ça, c'est aussi pour bloquer l'évolution du Liban vers un havre de paix, quoi. Et d'une part intérieure et faire la construction de ses propres moyens, puisqu'il y a beaucoup d'offres au Liban pour la reconstruction du port, pour la reconstruction et pour la construction de centrales électriques, pour la construction de voies ferrées, etc., aussi bien par les Russes, par les Iraniens, par les Chinois. Et ces offres, elles n'osent pas, les Libanais ou le gouvernement libanais n'ose pas les signer parce que d'abord, il n'y a pas de gouvernement pour prendre la responsabilité de la signature. Et deuxièmement, parce que la pression américaine sur le Liban et sur les responsables libanais est telle que ils veulent absolument bloquer le pays pour ne pas avancer dans ces rapports et dans ces contrats de reconstruction qui seraient indépendants ou même qui permettraient au Liban une marge de liberté par rapport à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international et par rapport aux pays de l'Ouest dominés par les États-Unis qui veulent continuer à avoir la main mise sur le Liban. Oui, voilà, et sur la politique libanaise. Voilà, et puis il souhaiterait bien chasser le Hezbollah du pouvoir. Absolument, voilà. Tu as mentionné les incendies au Liban et en Syrie. Je voulais justement enchaîner sur les incendies dans la région, puisqu'il y en a eu aussi en Grèce, en Turquie, en Algérie. En Turquie, en préparant cette émission, donc, je t'avais mentionné le fait que les incendies ont été en partie, pour bonne partie, revendiqués par un groupe proche du PKK qui s'appelle les Enfants du Feu. Je mettrai en lien un article qui en parle. Et si tu peux nous parler des incendies en Algérie. Alors, en Algérie, les incendies ont été nombreuses, en fait. Il y a eu 70 à 90 départs de feu instantanés dans la région de Tizi Ouzou, donc dans la Kabylie. Ce sont des incendies qui se sont avérés criminels. Et comme par hasard, c'est dans la Kabylie pour essayer aussi d'attiser des contradictions au sein du peuple algérien et au sein de l'État algérien. Donc, alors que les positions du président Tebboune ont été très, très, très claires. De toute façon, l'État fait tout son possible. Et toute l'Algérie a est une Algérie citoyenne et a le même traitement du point de vue du pouvoir, que ces incendies criminels seront sanctionnés et seront punis. L'unité du peuple algérien est très importante et nous la saluons. Et puis l'État fait tout son possible
À ce propos, d'ailleurs, je pourrais dire que l'État syrien, enfin le président syrien a envoyé ses condoléances aussi à l'Algérie parce qu'il y a eu beaucoup de personnes de l'armée et des pompiers qui ont dépéri dans ces incendies. Et même des civils, donc parce que les incendies ont gagné des maisons personnelles, etc. Et voilà, donc c'est aussi un deuil national, je dirais, dans lequel nous compatissons aussi énormément en tant que Syriens. Mhm. En Syrie, il y a eu aussi des incendies qui ont été beaucoup d'incendies d'ailleurs dans la région de Homs, de Latakia, du nord d'Alep, etc. Et des incendies aussi du côté de Hasakeh. Nous déplorons aussi des incendies criminels. On arrive à contrôler progressivement, à avoir contrôle sur le feu. Il faut dire que, en fait, effectivement, la Syrie a réussi à contrer, disons, et voire à calmer ces feux et à refroidir un peu les foyers. Je peux dire aussi que le climat a aidé, le fait que la température a baissé quand même un petit peu. Elle reste toujours élevée, mais elle a baissé puisque à certains endroits en Turquie, la température était arrivée à 46 degrés à l'ombre. Et de la même manière, en fait, en Grèce, il y a eu de très grosses incendies, de très gros incendies. En fait, et d'ailleurs, on voit aussi en Californie, au Canada, il y a eu des incendies en Sibérie aussi, en Russie. Donc, on peut penser que c'est le réchauffement climatique et le fait que les températures sont montées beaucoup plus fort que d'habitude. Mais il y a beaucoup quand même de parties criminelles dans ces incendies. Mhm. Il y en a eu Voilà. aussi au Portugal et puis dans le sud de la France, du Mm, côté du Var. tout à fait. Alors on va passer maintenant à la Palestine. Avec encore une fois malheureusement une actualité chargée. Il y a il y a eu un massacre à Jénine dont tu m'as parlé en préparant cette émission. En fait, mm. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Palestine, les Israéliens, l'occupant sioniste, en fait, continue à mener des exactions contre la population à Jérusalem, contre la population de Sélouane et de Sheikh Jarrah, toujours dans l'espoir de jeter les habitants de ces quartiers dehors et de mettre des colons israéliens à leur place. Il y a eu aussi l'approbation de la création de 2200 colonies israéliennes aussi, nouvelles, donc aussi sur les terres palestiniennes. Il y a eu beaucoup d'attaques contre les Palestiniens, des violations de domicile, des attaques, comment dire, des violations pour arrêter des militants, arrêter des personnes, même des agressions contre les personnes menées par les colons aussi dans les régions qui sont occupées depuis 48, donc dans la région d'Al-Loud et Haïfa, qui ont été donc des agressions pratiquement quotidiennes menées par les colons contre les Palestiniens et qui sont protégées par la police israélienne. Par contre, quant à la Cisjordanie, aussi les agressions de l'armée israélienne et les violations de domicile de l'armée israélienne, ils visent à arrêter les gens, à s'opposer à tout mouvement. Ils tirent sur les manifestations, ils tirent sur les gens, même qui passent dans la rue. Donc là, dans ce Jénine, ce qui s'est passé, il y a 4 jeunes qui ont été pratiquement tués à bout portant par l'armée israélienne sous prétexte d'avoir été soupçonnés
vouloir mener une opération, etc. Donc, 4 jeunes qui ont été tués, leurs corps, les corps de 2 d'entre eux sont retenus par les Israéliens et les corps des 2 autres ont été, il y a eu euh, les obsèques aujourd'hui et puis très grandes obsèques en fait qui ont aussi à chaque fois ça dégénère parce que les Israéliens tirent dessus, etc. Donc en fait en gros c'est une escalade sans précédent des attaques israéliennes motivées par le fait que ils sont soutenus par les Américains et soutenus par les Atlantistes, hein, et que ce mouvement de colonisation, il est aussi toléré et soutenu par la communauté internationale, entre guillemets, qui ne dit mot d'ailleurs sur tout ceci et qui continue à prétendre que l'entité sioniste a tous les droits et que parce qu'elle se défend. Voilà. Alors on va passer maintenant à la Syrie avec la formation du gouvernement et le discours du président à l'occasion du premier conseil des ministres à laquelle il a assisté. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors en Syrie, je pourrais dire le discours du président. Alors d'abord, le gouvernement a été nommé déjà. Le président a reçu l'ensemble du ministre, l'ensemble des membres du gouvernement qui ont prêté serment. Le discours du président à cette occasion était très orienté vers la reconstruction, vers la lutte contre la corruption, que de toute façon il est important non seulement de lutter contre la corruption, mais il est très important de reprendre, d'appliquer les règles de la morale en fait dans notre travail, que de toute façon il est important aussi de continuer à construire et de continuer à œuvrer pour la reconstruction en comptant sur nos propres forces, en libérant nos initiatives. Il faut aller dans la construction déjà les points les plus importants, c'est l'énergie nouvelle, les énergies nouvelles, renouvelables, à partir de l'énergie solaire, à partir du vent, etc. À ce propos, d'ailleurs, je pourrais faire une parenthèse pour dire qu'il y a 3 grandes stations d'énergie solaire ont été mises en route donc dans la région de Hama. Qu'il y a des régions aussi une grande centre de production d'électricité aussi à partir du soleil qui a été mis en place et qui va rentrer rapidement en fonctionnement dans la région de Adra, qui est une région industrielle. Aujourd'hui, la question qui était posée aussi, est-ce que nous allons soutenir l'énergie solaire pour les particuliers? Est-ce que nous allons l'idée, c'est aussi réformer les lois, les règles, etc., pour faciliter l'utilisation, et pas seulement l'utilisation, mais surtout la création et la production, pas seulement au niveau de l'État, mais au niveau de tous du secteur privé, la participation du secteur privé dans cette production. Donc ça, c'est un point qui était marquant et important dans le discours du président. Le deuxième point marquant, c'est aussi la réforme administrative qui est aussi l'administration au service du citoyen et pas l'inverse. Donc là aussi, faire tout pour faciliter l'ensemble des démarches pour les citoyens. Il y a un travail d'informatisation au niveau des démarches qui va bon train.
et l'histoire du guichet unique, le gouvernement à guichet unique qui est disponible pour le citoyen, est proche de lui et dans son à son lieu d'habitation plutôt que d'être obligé d'aller vers la capitale pour faire ses papiers. Donc ça, c'est aussi un point fort de la transformation, je dirais, et la reconstruction de l'État syrien. L'insistance aussi sur le fait que sur l'importance de l'agriculture. L'agriculture, elle est importante sur tous les niveaux, aussi bien sur le plan alimentaire, mais c'est aussi sur le plan vestimentaire, sur le plan même sur le plan industriel. Donc, c'est l'agriculture qui sert l'industrie et qui sert au développement du pays. Donc, tout ceci a été très mobilisateur, très important. Et puis surtout, le fait que aussi la collaboration avec les pays voisins, avec nos alliés, c'est aussi une accentuation, je dirais, de la coopération avec nos alliés. À ce niveau, d'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse pour informer que le passage vers la Jordanie est ouvert et le passage vers l'Irak est ouvert. Donc, le passage Al-Qayyim et le passage Nsib sont ouverts, ce qui est déjà une excellente nouvelle pour les voyageurs d'une part et surtout pour les départs des denrées vers les pays arabes aussi à travers la Jordanie, des denrées syriennes, des fruits, légumes, etc., qui pourraient être exportés vers la Jordanie et vers les pays l'Arabie saoudite. Et puis aussi la possibilité des expatriés syriens d'Arabie saoudite et des pays du Golfe et de Jordanie de revenir visiter leurs parents pendant ces vacances d'été, donc même par la voie terrestre. Ça, c'est très important. C'est vrai. Ça, il faut savoir aussi que c'était pratiquement impossible depuis le début de la guerre contre la Syrie. Alors tu parlais du point de titre, passage vers l'Irak. Ça me fait penser que aussi, tu mentionnes qu'il y a Al-Mayadine également. Il y a un retour à la vie normale qui s'opère. C'est près de la frontière syro-irakienne. exactement, la ville d'El Mayadine, elle reprend sa vie normale. Elle a en grande partie été reconstruite aussi, et les habitants sont revenus en force. De la même manière, les habitants sont revenus aussi à la Ghouta, plusieurs villes de la Ghouta Est, qui étaient aussi jusqu'à présent pas seulement beaucoup détruites au niveau de l'infrastructure, parce que là, l'État a terminé l'infrastructure concernant l'eau, l'électricité, les services d'écoulement des eaux, et puis les égouts, etc., et puis les rues maintenant. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, du moment où les équipements collectifs sont déjà Fonctionnel. prêts, fonctionnent, et donc la population revient à ses appartements, et ils reprennent la reconstruction aussi de leur vie, de leurs appartements et de leur village. Mhm. Ça, c'est très important, donc, parce que la route a été toujours aussi considérée comme un point, et elle est toujours quand même, c'est quand même un des paniers alimentaires de la Syrie. Donc, le retour de la vie à la Ghouta aussi, ça veut dire le retour à la production agricole, mais aussi à la vie normale. Mhm. De la même manière, il y a d'autres endroits où la vie normale reprend, c'est dans les villes de Khan Sheikhoun, dans les villes de Hama aussi, pas Hama, la ville de Hama, mais des villes du gouvernorat de Hama qui étaient toujours très visées par les terroristes, qui d'ailleurs de temps en temps continuent à tirer sur des villages d'Alep et sur des villages de Hama.
Alors, on va parler de deux endroits où la vie a ne reprend pas de manière aussi facile, et tu vas nous expliquer pourquoi. Enfin, de manière officielle, où c'est plus dur. Le retour à la vie normale est plus dur pour être plus correct. C'est la ville de Dera et puis la ville de Hasake. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux villes? Exactement. Alors, la ville de Hasake, bien sûr, parce que Hasake est toujours, en fait, elle est dans l'endroit qui est plus ou moins dominé par les Américains, les FDS, en fait, et puis les Turcs. Hasake, je rappelle quand même que c'est depuis 40 jours, il n'y a pas d'eau. Les circuits de distribution d'eau à Alouk sont bloqués. Alors, tantôt, c'est les Turcs qui bloquent l'eau parce que là, en fait, c'est l'eau qui est dans les sources, qui prend ces sources à Ras Al Ain, qui est dominée par les Turcs. Ils bloquent l'eau et donc l'eau n'arrive pas jusqu'à Alouk. Et tantôt, ce sont les terroristes de Qassad, FDS, qui bloquent les mécanismes ou qui bloquent l'électricité sur le circuit de distribution, sur la centrale de distribution d'eau de Alouk. Ce qui fait que cette centrale de distribution d'eau, elle a été coupée, en fait, elle a été arrêtée au moins 26 fois en un mois. Donc, quand il y a arrivée de l'eau, il y a petite arrivée d'eau pendant 1 heure ou deux, etc. Il faut dire quand même que c'est criminel. C'est plus que criminel parce que non seulement il n'y a pas d'eau du tout pour boire, mais il n'y a pas d'eau ni pour se laver, ni pour faire la cuisine, ni pour... Et ça, c'est pour une population de 1 million de personnes. C'est pas 2, 3 personnes, quoi. Donc, c'est clair que l'objectif, c'est de les faire fuir, et puis pour un changement démographique, que les Turcs veulent implanter les Turcs et peut-être les atlantistes, hein, veulent implanter leurs terroristes dans la région. Mhm. Donc là, c'est un point. Le deuxième point dont tu parlais, effectivement, c'est Dera. Et Dera, rappelons-nous, il y a eu donc une conclusion d'accord en 2018, une sorte de réconciliation 2018 sous l'égide de nos amis russes, du comité de réconciliation russe, syrien, etc. Et donc, qui stipulait qu'il fallait que les terroristes rendent complètement les armes lourdes et les armes moyennes, et puis ils pourraient éventuellement garder des armes légères. Or, il s'avère que beaucoup d'entre eux, ils ont gardé armes lourdes et moyennes, et que depuis ce temps-là jusqu'à présent, ils continuent à sévir dans la région, à faire des kidnappings, à terroriser la population, à faire des gros problèmes en fait de contrebande, etc. Et là, donc les derniers temps, la population, elle en a marre, elle demande sans arrêt à l'État syrien d'intervenir et de mettre fin à cet état de non-droit et de non-sécurité dans la ville. Donc, l'armée syrienne a été intervenue et elle avait encerclé la ville. Et puis aujourd'hui, donc, il y a, je dirais, l'armée syrienne avance sur les deux pieds. D'un côté, négociation et de l'autre côté aussi par la force pour sécuriser, je dirais, toute la région de Dera et de Souaïda parce qu'elles sont vraiment liées. Et puis, les forces terroristes, je veux dire, la question n'est pas complètement tranchée, terroriste ou pas terroriste, parce qu'il y a aussi des rengaines entre les différentes familles, entre les différentes tribus. Il y a des choses qui sont assez complexes sur le plan social qui se passent, mais il est important quand même de rétablir la loi et que surtout le plus important, c'est de retirer la totalité des armes de ces fractions, de ces factions terroristes ou autres, et puis
La seule arme qui doit rester, c'est les armes de l'armée arabe syrienne qui protègent le pays. Voilà. Alors, Donc, on va essayer d'accélérer un petit peu pour la fin, si tu veux bien, Aïssar, parce que ça fait déjà 45 minutes que nous échangeons. Et on a encore pas mal de points à voir. Donc on va passer un petit peu rapidement. Tu me précisais en préparant l'interview que le responsable du parti démocratie et progrès en Turquie, Monsieur Babajan, si je ne me trompe pas, a déclaré que Erdogan avait tenu un rôle clé dans les problèmes que rencontrait la Syrie. Donc c'est pas une petite déclaration. On peut mentionner que les Américains continuent à piller notamment le pétrole syrien. Il y a tous les jours des citernes qui partent. Le pétrole et le grain. Et là, c'est toi qui vas en parler rapidement, si tu veux bien. C'est à Haïmazé, si je prononce bien, près du côté d'Deir ez-Zor. Il y a eu un kidnapping organisé par des Américains qui sont venus en hélico et qui ont kidnappé un civil. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, en fait, donc tout ça, c'est très important de voir au niveau de la Syrie les points. Je sais plus. Oui, au niveau de la Turquie. La Turquie, il y a eu toujours plusieurs. Il y a eu Babajan qui a déclaré que Erdogan effectivement a beaucoup fait de l'ingérence en Syrie et que cette politique, elle ne va pas du tout dans le sens des intérêts de la Turquie, mais ce n'est pas le seul parti. Il y a plusieurs partis quand même de l'opposition qui ont cette position au niveau par rapport à Erdogan et que de toute façon, ils disent tous que pour la plupart d'ailleurs, ils disent que de toute façon, ça ne sert pas du tout les intérêts de la Turquie, que c'est ça qui a précipité la Turquie dans la crise politique actuelle, c'est ça qui a fait que la Turquie a aussi beaucoup de terroristes à l'intérieur et qui sévissent. Donc, ça touche à la sécurité intérieure de la Turquie et que ça se retourne toujours contre elle. Et donc, pour pouvoir reconstruire et faire des choses plus importantes en Turquie, il faudrait quand même que cette politique change et que Erdogan change sa politique. C'est tout ce qu'ils disent. Arrête ses ingérences. Ça, c'est important. Voilà, et arrête ses ingérences. Ça, c'est quelque chose de très important, effectivement, comme tu l'as dit. Mais il est clair que la Turquie, Erdogan persiste et signe dans sa politique d'ingérence, puisqu'il a aussi, rappelons-le, là je l'ai dit en début de cette émission aussi, qu'il transfère les terroristes de Syrie vers la Libye, les terroristes de Syrie vers l'Afghanistan, les de Syrie vers l'Azerbaïdjan et vers le Forbach. Donc, c'est quelque chose qui est permanent. Je ne sais pas si Erdogan serait capable de changer de politique. Il faut savoir aussi que la Turquie, c'est quand même l'antenne avancée, je dirais, de l'OTAN dans la région et que la coordination avec les Américains est très claire, aussi bien donc pour l'Afghanistan que pour la Syrie et pour l'Irak et pour la Libye et aussi même pour le Liban, parce que la Turquie intervient aussi dans la déstabilisation du Liban. Et même elle intervient aussi un peu pour créer la discorde dans la résistance palestinienne. Donc, tout ceci, c'est important à voir en tant que rôle, mais en tant que, je dirais, antenne musulmane de l'OTAN. Voilà. Alors on va vraiment conclure cette interview parce que là c'est vraiment on approche des 50 minutes. Je vais mentionner plusieurs points et puis je vais te demander de commenter le dernier si tu veux bien. À Deir ez-Zor, il y a un pont qui a été réhabilité. Il avait été détruit en 2012 par les États-Unis. À Alep, il y a une production d'électricité qui a été rétablie.
il y a un point important, c'est que là, c'est la rentrée scolaire et donc le gouvernement a mis en place une vente d'habits et de fournitures scolaires à prix sociaux. Donc ça, c'est à souligner. Et enfin, un point positif, donc bah, c'était les JO de Tokyo. Et les sportifs syriens ont ramené plusieurs médailles d'or, d'argent et de bronze. Ouais. Est-ce que tu peux en parler? Voilà, alors donc je parle rapidement, mais le point important, c'est le début de la reconstruction du pont de Deir Zor qui a Mhm. été détruit. Il est loin d'être, c'est juste vraiment le début. D'accord. Que les centrales électriques qui sont en construction aussi, c'est aussi le début de la reconstruction, donc c'est la deuxième phase qui est terminée. Il y a une nouvelle qui est très importante. Il y a une mise en exploitation de deux puits de gaz. Hein. Un qui est du côté de d'Eratiyeh, qui a été mis en exploitation il y a quelques jours. Et le deuxième va être mis en exploitation aussi dans la même région, qui va être mis en exploitation cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, ce sont des choses importantes. Les Syriens continuent à lever les défis, d'ailleurs, à tous les niveaux, partout, pas seulement au niveau Olympique. sportif, mais aussi, oui, pas seulement au niveau sportif, mais aussi au niveau culturel, au niveau intellectuel, au niveau du cinéma, au niveau de la création. Donc, en fait, on voit qu'ils sont effectivement, ils continuent à se battre partout et que à se battre pour lever le drapeau syrien haut et fort partout et pour dire nous sommes là et nous sommes parmi les plus, comment dire, dans le domaine de l'excellence, disons. Mhm. Donc voilà, sur ce ton, je pourrais terminer effectivement cette session et vous dire à tous à dans 15 jours et on espère donner dans 15 jours des bonnes nouvelles de la Syrie et d'excellentes nouvelles aussi du monde, j'espère. Euh, ce que j'espère, en fait, mais alors que j'ai peu d'espoir, disons. Alors pour terminer sur une Voilà. petite note d'humour, je t'avais posé la question en préparant cette interview, est-ce qu'il y avait des athlètes syriens qui avaient profité des JO pour déserter? La question t'avait surprise et je t'expliquais Ouais, pourquoi. Et c'était une question ouais, malicieuse parce que c'est vrai qu'à ouais. tous les 4 ans aux JO, c'est l'occasion pour des ressortissants de pays qui sont des réelles dictatures lourdes Mm, mm, de fuir le pays. On mhm. a à chaque fois des exemples. Et c'est vrai que bon, bah, pour la Bon. Syrie, il n'y en a pas eu. Ce qui montre que les Oui, gens sont attachés à leur pays et qu'ils n'ont pas tant peur de ça, tant peur que ça d'y revenir. oui. Voilà. Et en plus, alors moi, je voudrais dire juste un petit constat, moi qui suis à Damas là actuellement, et il Mhm. y a beaucoup d'expatriés cette année qui sont rentrés pour les vacances en Syrie. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent de partout, du Canada, d'Europe, et puis même, je disais tout à fait tout à l'heure, d'Arabie Saoudite et des pays du Golfe, etc. Beaucoup d'expatriés reviennent. Et en fait, il n'y a pas du tout d'entrave, ni pour rentrer, ni pour sortir du pays. Donc, il n'y a pas besoin de fuir. On a son passeport et on peut partir si on veut. Pas besoin de passe Donc, sanitaire. voilà. Voilà. Ah, pas besoin de passe sanitaire, non, c'est faux, parce que il faut toujours, pour les règles de transport international, elles sont appliquées partout. Hein. D'accord. Mais en tout cas, il n'y a pas de passe C'est sanitaire. Il n'y a pas de passe sanitaire en Syrie même. non, mais ceux qui veulent le pass sanitaire, ils peuvent l'avoir. Ceux D'accord. qui veulent se faire vacciner, ils peuvent se faire vacciner, mais c'est surtout volontaire. Mhm. Et donc là, je tiens quand même à faire remarquer que c'est un pays qui est 10 fois plus démocratique sur ce plan, parce que les gens qui veulent se faire vacciner, ils le font, et ceux qui ne veulent pas, ils ne le font pas, mais il n'y a pas de discrimination entre les vaccinés et les non-vaccinés, et il n'y a pas de discrimination ni dans la distribution du vaccin, ni dans les choix. Mhm. Donc ça, c'est très important à faire souligner. Et vraiment, c'est contraire à ce qui se passe en France et dans beaucoup de pays du monde qui se dit libre, hein, Mhm. hélas. Hein.
Parce que je vois au Canada, les gens ne peuvent plus bouger sans passe sanitaire. En France, ils ne peuvent plus boire un pot sans passe sanitaire, etc., sans être vaccinés. On est en dehors de la société si on n'est pas vacciné. Et ça, c'est un comble. Et en Australie, Voilà. ils reconfinent des régions entières pour un cas de Covid ou un cas positif au Covid. Bon, il est certain que c'est une utilisation politique très forte Ah, il y a eu de une coupure. ce prétexte. Mhm. Il y a eu une Et, coupure, Aïssar, on va devoir terminer parce que Ouais, l'image devient d'accord. très très mauvaise et la connexion aussi. Et là, il fait presque noir chez Ouais, toi. On rappelle que exact. la Syrie est en guerre Il et n'y a pas que d'électricité. voilà, il n'y a pas Il d'électricité. n'y a pas d'électricité là, ça y est, j'ai lu Il un y a la peu. lumière. Alors je vous dis au Au revoir revoir. Merci pour tes et éclairages, puis merci à pour très les bientôt. lumières que tu nous as apportées sur tous ces sujets. Et je te dis à dans 2 semaines. Ouais, Je rappelle aux internautes que s'ils veulent suivre le site Rep, ils peuvent de manière sûre et certaine s'abonner à la chaîne YouTube du Cercle des Volontaires. Ça leur permettra d'être oui, notifiés à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. même aussi Trep à Sarmidani en fait, c'est ça. Tout à fait. Partout, parce que sur toutes les chaînes, ils l'auront comme ça. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Aïssar. À dans 2 semaines. Au revoir. Et dans 2 semaines, au revoir. Au revoir. Après.